Bonjour, Chantal Morberger, je suis née en 51 à Molsheim et je parle le dialecte et actuellement depuis c'est la 17e année que je tiens une galerie à Strasbourg au premier étage, donc c'est pas très facile quoi, pour personne en tout cas. Mais voilà, je tiens bon et puis je suis très heureuse de faire ça, de montrer l'art contemporain à Strasbourg, aux Alsaciens. Et c'est pas toujours bien reçu puisque je ne montre pas que l'art local, je mélange, enfin j'alterne avec des expositions à thème qui me permettent, donc je montre des artistes connus, souvent nationaux ou internationaux, et j'y joins, ça me permet de montrer aussi l'art local quoi, avec les artistes de la région. Et voilà. J'ai pas tellement l'occasion de parler alsacien à la galerie, ça se fait plus, mais quand je vais au marché ou même à la campagne, il y a une espèce de lien qui se crée tout de suite juste avec un mot et voilà, on n'a pas besoin de quelque chose se forge immédiatement. Mais bon, à Strasbourg, j'ai plus l'occasion de parler alsacien quoi. On parle allemand, on parle toutes les langues du Maghreb, etc. Dans la rue, on entend tout ça, mais l'alsacien, non. Et donc, dès qu'on entre dans un village, oui, on entend parler alsacien, quoi, avec tous les accents, toutes les nuances on arrive à reconnaître, à situer les gens grâce à leur accent ou les mots, les vocabulaires qu'ils emploient. Par exemple, à Molsheim, il y a une façon de parler avec certains mots. Et j'ai fait à l'époque, quand j'ai habité en Norvège aussi, je suis partie après 69, 70, je suis partie en Norvège. C'était aussi une façon de fuir la famille, mon père, j'étais un peu en conflit avec lui et j'ai vraiment voulu faire table rase, recommencer à zéro, ça je ne sais pas pourquoi c'était aussi fort, donc je suis arrivée dans un pays où je ne connaissais pas un seul mot et ça m'a fait vraiment du bien quoi. Et je me servais donc de l'anglais parce que tout le monde parle anglais et voilà. Mon père est mort entre-temps, donc je suis revenue à Strasbourg et j'ai fait sociaux d'abord et puis ensuite l'ethnologie. Et j'ai eu la chance de faire une enquête linguistique dans le pays de Münster, dans la vallée de Münster. Et j'étais la seule, on était 7 étudiants à aller dans les villages là, qui étaient proposés, et j'étais la seule à parler alsacien. Donc c'était il y a longtemps, quoi. C'était en 72, 73. C'était une enquête en ethnologie qui faisait sur l'Alsace, sur la région, avec M. Vogler. C'était quelqu'un qui habitait qui était de la vallée de Münster. Et donc il fallait faire, on devait faire, donc aller dans les villages, parler avec les gens, les enregistrer, évidemment, parce que comme il n'y avait pas vraiment d'échange, donc c'était le parler alsacien qui était les accents, la différence entre les villages, enfin c'est ce que je disais entre Molsheim et Obernai, il y avait des termes différents, etc. Et donc il avait fait une enquête à ce niveau-là, il voulait le faire dans toutes les vallées. Ça je ne sais pas, parce qu'après je suis partie à Paris, à l'école pratique là, des hautes études, faire l'archéologie. Mais en fait, je ne sais pas s'il a continué. Moi, entre-temps, il y avait encore une autre enquête, c'était à Strasbourg en ethnologie. Il y avait un intérêt pour l'Alsace. Et avec Madame Pack, à l'époque, on faisait une enquête sur le bestiaire alsacien. Donc oui, c'était bien. Moi, j'avais le bouc et la chèvre. Non, c'était vraiment incroyable. Oui, c'était super. Donc on est allé du nord au sud.
Et les gens, enfin, on avait pris à Sébar, on était là, 5 ou 6 étudiantes avec une formatrice, enfin, oui, une prof. Et donc, on allait dans les villages. Moi, je cherchais les chèvres et les boucs. Une autre, c'était le cochon, une autre, c'était le cheval, enfin, etc. Donc, il y avait vraiment un intérêt pour ça. Et alors, bon, il y avait une anecdote aussi. Bon, moi, j'aimais bien. Alors, c'était parce que la chèvre et le bouc, c'est quand même quelque chose de marginal. Donc, quand on va quand on va chercher dans l'administration, on trouve en Alsace, il n'y a pas de chèvre parce que c'est vraiment, comment dire, c'est la vache qui fait riche et la chèvre, c'est quelque chose qu'on ne veut pas savoir avec toutes sortes de sorcières. Enfin bon, je pense qu'il y a tout ce fond-là. Donc on le cache. Alors, mais il y a des chèvres quand même qui broutaient derrière là, sur les prés. Et alors il y avait des gens très marginaux, il y avait des Anglais qui m'avaient donné des énormes... enfin bon, j'ai vraiment rencontré des gens intéressants qui vivaient un peu cachés, quoi. Et alors, où est-ce que c'était C'était en hiver, je rentre dans ce bistrot, dans le village de... ça va me revenir après. Et donc j'avais une adresse pour... il s'appelait Osterstock, il s'appelait comme ça. Un vieux monsieur qui avait 3 boucs chez lui et qui lui servaient à salir toutes les chèvres de la région. Et donc j'avais rendez-vous avec lui et il y avait un enterrement. Et en attendant, donc il était à l'enterrement et j'étais dans le bistrot. Et donc j'étais un peu remarquée. Elle me dit oui, on vous a vu dans le bistrot. J'arrive, il voulait cacher. Il voulait pas me montrer ses boucs parce que bon, je les ai vus quand même. C'était vraiment des fauves, hein. Ils étaient attachés très près du... Voilà. Et alors, il avait encore l'ancienne coutume de la glander. Il avait droit à ce qui se faisait au Moyen-Âge. Il avait droit à des stères de bois, à un pré, je ne sais plus comment, et puis après, c'était plus du tout renouvelé, quoi. Après ça, c'était... Enfin bon... Je crois que c'était la dernière fois qu'il a pu parler de ces boucs là. Donc nous, on cherchait comment, enfin, les pratiques. Et donc moi, à la maison, on parlait, mais de moins en moins, on parle de moins en moins alsacien, juste avec ma mère. Alors des fois, comment dire, on s'amuse avec les mots, quoi, parce que comme elle est un peu, quand même, je vais chez elle pour faire le repas et je cherchais le saladier. Et puis il y a un mot en alsacien, le saladier. Alors on a vraiment, le saladier, c'est un nom français qui tout d'un coup est devenu alsacien, quoi. Et on ne trouvait pas un autre mot en alsacien pour parler de ce récipient. C'était vraiment... Voilà, ça nous a fait rire la dernière fois. Donc, oui, et puis bon, on était 5 dans la famille. Et en fait, les 5 ont épousé quelqu'un qui ne parle pas alsacien, ça c'est quand même drôle. Donc, une de mes sœurs est partie en Bretagne, dans la région de Quimper. Elle habite au bord de la mer. Donc, lui, il a fait l'école d'ingénieur à l'ENSAIS à Strasbourg, donc elle est partie avec lui. Mon autre sœur, elle a épousé un Irlandais, qui vient de... Donc c'était le premier étranger qui était au conseil régional. Et Tommy Ungerer, c'est un ami de Tommy Ungerer aussi. Enfin, ils se voyaient à Cork. Donc voilà, et il vient de décéder il y a 2 ans. Et mon autre sœur, elle a épousé quelqu'un de la vallée de la Bruche, de Viche, pas d'Alsacien. Et moi, Jacques Weiss, donc, et lui, sa mère était de Guebwiller, mais il parlait français, quoi. C'était les petits bourgeois, une petite, comment dire, des commerçants. On parlait alsacien au comptoir avec les clients, mais pas à table. Voilà. Et puis son père était de Lorraine, c'était le prof de philo de Fustel. Et donc,
Donc mon mari, enfin Jacques n'a jamais parlé ni le lorrain ni l'alsacien parce que ça faisait vraiment, voilà, il fallait pas mélanger les belles choses et les autres, quoi, le commun. Et moi j'ai eu la chance de parler alsacien, voilà, parce que ma mère, mes parents avaient un restaurant. Ma mère était de Strasbourg, elle habitait rue Brûlé, et puis elle a épousé après la guerre mon père qui était de Molsheim. Et puis ils ont repris ce restaurant, là c'était un bistrot. Et donc moi je voyais tous ces gens, c'était de l'alsacien, quoi. Et je me demandais à quel moment, parce que c'était la langue maternelle, enfin comment dire, vernaculaire, quoi, on peut dire. Et je me demandais, j'ai posé la question récemment à Jacques, et donc psychanalyste, hein, je me demandais à quel moment est-ce que le lien s'est fait entre l'alsacien et c'était pas une langue, le français c'était pas une langue étrangère et pourtant c'était pas la langue maternelle. À quel moment se fait est-ce que c'est le fait d'écouter la radio ou l'école maternelle, je veux dire, c'était pas tellement bon, il y avait les bonnes sœurs qui nous faisaient les cours on parlait français, quoi, mais c'était l'allemand à l'église, hein, c'était les Monsieur Képi, là. C'était le catholique très protestant qui était ouf, pas d'image, iconoclaste et tout, et l'allemand. Et je détestais l'allemand parce que pour moi c'était vraiment la langue de la religion, enfin tout ce que je n'aimais pas. Et quand je suis entrée en 6e, j'ai fait l'anglais parce que c'était première langue, parce que c'était les Beatles, c'était une ouverture, j'ai tout fait, quoi. Et en 4e, heureusement, bon, alors on n'avait pas le choix, c'était l'allemand de toute façon, il n'y avait pas d'italien ou autre chose. Et j'ai eu la chance d'avoir un prof extraordinaire, Monsieur Neveu, qui était une espèce de personnalité. J'ai même fait du russe avec lui, tellement il était génial. Et j'avais même pas besoin d'apprendre les déclinaisons, parce que ça, c'était des règles que moi, je refusais un peu. Mais avec l'alsacien, ça marchait très bien. Donc c'était intuitivement, ça marchait, mais vraiment tout seul, quoi. Et j'ai eu cette chance-là, en 4e, donc la première année. Et alors il nous faisait chanter aussi, il y avait des chansons qui passaient. C'était vraiment très ludique et simple. Et j'avais toujours des bonnes notes parce qu'il faisait des interrogations très rapides. Et puis bon, c'était comme ça sur le vif. Et puis après, bon, 3e c'était moins bien. Et puis après, entre la seconde et la terminale, le même prof aimait beaucoup Beethoven, la musique, et donc c'était reparti pour moi. Et j'aime l'allemand, ça passait par la poésie, et j'ai eu cette chance-là, quoi. Sinon, j'aurais l'allemand de l'église, là, c'était tout ce que je n'aimais pas. C'était vraiment le curé, quoi. C'était l'église avec le public de l'église, et puis je veux dire, Képi, c'était pas quelqu'un de... Le père, avec la mère, était là, c'était ceux qui étaient aux Trois Épis. Ben, ils ont accueilli un peu les Allemands, avec Moschenross et tout cela, oui, c'était... Voilà, c'était... Et Képi, Jean Képi, il dirigeait l'Ami du Peuple. Dirigeait l'Ami du Peuple, voilà. Et donc, c'était quelqu'un de vraiment... Bon, très intelligent, très cultivé, quoi. Et sa sœur, elle était peut-être... enfin, elle était pas veuve, mais était célibataire. C'est elle qui faisait le catéchisme. Mais c'était très protestant, quoi. C'était très dur. Et quand il y avait... je n'aimais pas du tout l'église, quoi. J'aimais bien le latin parce que on pouvait rêver. Mais alors, lui, il faisait de l'allemand. Et puis, tout était en allemand. Et quand un gamin bavardait, il descendait de la chaire, il le prenait par les petits cheveux, le montrait à tout le monde, comme quoi il avait fauté, il avait enlevé toutes les images, il avait rénové l'église, donc il n'y avait plus d'images de cette église, il n'y avait que des murs blancs, enfin très... ouais. Et c'était pas un homme intelligent, mais vraiment pas attachant, quoi. Et oui, bon, voilà, j'étais pionne à Mulhouse pendant très longtemps. Il y avait déjà beaucoup plus d'immigration qu'à Strasbourg. Et ils ont leur propre vocabulaire, ils se comprennent entre eux. Mais moi, je trouvais ça vraiment bien, quoi. C'est une autre culture, quoi, mais qui est
Ouais, que eux ils partagent, hein, que moi j'ai du mal à comprendre quoi, mais enfin c'est que ça leur appartient. Et donc à Strasbourg, à Königshofen, j'ai vraiment affaire à tous ces gens immigrés. Il y en a plus peut-être que dans d'autres quartiers. Et moi ça m'amuse vraiment de les entendre parler, quoi, parce qu'ils intègrent tous les mots en alsacien, ils en font leur langue à eux, quoi, ils se comprennent comme ça. Et bon, c'était toujours un rêve d'ouvrir une galerie ou de faire de la peinture et faire de la galerie. Donc, pourquoi j'ai jamais fait les arts déco? Parce que pourquoi j'ai jamais fait les arts déco, je ne sais pas. J'ai fait de l'ethnologie et de la sociologie, mais pas des... Si, après, plus tard, aux arts déco, quoi, mais en auditrice libre, mais pas tout de suite, quoi. J'ai pas choisi ça, parce que peut-être que mes parents ou mon père me disaient que c'était pas un métier, voilà, et voilà, j'ai dû écouter trop mon père à ce moment-là. Je rejetais un peu ce que je voyais. Je savais pas très bien dans quoi je m'engageais, mais j'allais à, comment dire, j'allais à Art Basel. J'ai jamais loupé une seule fois. Et tout ça, tout simplement parce que, oui, c'est ce que je voulais dire avant. Tout simplement parce que quand il y avait mai 68, là, j'allais à Bâle, parce que j'avais envie de transgresser un peu quelque chose. Donc Paris était trop loin, il fallait y aller en stop, enfin j'avais pas les moyens d'aller à Paris. Donc je cherchais de ce côté-là, l'Allemagne, bon, c'était pas, je connaissais pas grand-chose, et puis Bâle, c'était bien. Donc j'allais à Bâle tout le temps. Et alors, j'allais très souvent parce qu'il y avait des musées, il y avait des... Voilà, et ça me faisait plaisir de voir cette ville. Et un jour, alors j'ai sonné un jour chez Bayeler, qui était installé, il n'y avait pas encore la fondation. Je sonne, tout à fait innocent, enfin bon, je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais, et puis quelqu'un apparaît à la fenêtre, dans la Beimlein-Gasse, ouais. Et c'était monsieur Bayeler, alors il me voit, monter, tout ça, donc je suis montée. Et puis il m'a fait visiter, il m'a expliqué les œuvres, tout ça, je comprenais bien. C'était en suisse allemand, enfin bon, il faisait des efforts sans doute pour se faire... Et c'était très bien, donc j'allais régulièrement et j'étais toujours bien reçue. Et lui, il m'envoyait les cartons et j'ai toute la collection de cartons. Et ça, c'était avant que je parte en Norvège. Et donc quand je suis revenue, j'ai repris le contact avec lui. Et pour moi, c'était presque normal, quoi. Et donc, quand la fondation a ouvert, enfin, j'ai jamais loupé une seule fois, quoi. C'était un vrai plaisir. Et puis, il était là, au milieu, il parlait. Et j'étais là au moment où il est mort. Donc, il y avait il y avait la fondation Bayeler. Ils avaient voilé les tableaux, tout le monde portait le deuil. C'est comme ça que j'ai su qu'il était décédé, quoi. Mais pour moi, c'était important, quoi. Ça me reliait un peu à l'histoire de mon père, de sa tante qui était partie, qui était peintre et tout ça. Strasbourg, là-dedans, c'est très difficile parce que dans l'art, mais les gens il y a très peu de collectionneurs déjà, et puis les gens vont, comment dire, restent quand même très traditionnels, quoi. Je me souviens, une des premières expositions que j'avais faites, c'était dans bon, il y avait Louise Bourgeois en premier, ensuite il y avait un Sicilien, et puis après il y avait Tapiès. Donc Tapiès, c'est un mystique un peu, donc il a des croix, il a des signes comme ça dans ses tableaux. Et donc c'était la 3e exposition et il y avait une jeune femme, elle n'était pas très âgée, qui vient et qui me dit « Mais pourquoi il y a des croix ici, pourquoi vous jouez avec ça? Pourquoi ?» Je dis « Mais ça
c'est ta pièce, quoi. Il y a ce côté mystique, ça n'a rien à voir avec la religion. Et elle m'a dit, mais ça, donc elle était alsacienne du nord de l'Alsace, hein, et elle a dit, je ne pourrai jamais montrer ça à mes parents parce que c'est vraiment jouer avec, c'est un blasphème, quoi, voilà. Et j'étais vraiment étonnée, quoi. Il y a toujours un article dans les DNA. Bon, avant, il y avait l'Alsace, hein, moi j'aimais bien l'Alsace. C'était plus ouvert et il y avait une plus grande diversité, à mon avis. Mais à Strasbourg, les dernières nouvelles, ils sont très... enfin, je veux dire, j'ai beau faire des expositions. La dernière, c'était avec la ruche à Paris. Personne ne connaît la ruche. C'était une façon aussi de montrer autre chose. Bon, Paris, ok, c'est loin de Strasbourg, mais quand même, il y a des choses intéressantes qui se passent, il y a des artistes, et il n'y avait rien, aucun article, rien pendant rien. Alors ils ouvrent les pages à ce qui se passe dans la région, quoi, à Strasbourg et environ. Et j'ai travaillé pendant 2 ans chez Spindler. Et c'était l'époque où le grand-père était extraordinaire. C'était vraiment un grand peintre avec le bois et tout ça. C'était donnait vraiment des couleurs au bois. Et après, je suis arrivée juste après le décès, enfin chez Jean-Charles, après le décès du père. Et lui, il mettait des cigognes partout, quoi. Il y avait des paysages qui étaient plutôt froids. Et bon. Et Jean-Charles essayait un peu de sortir de là avec une autre, en utilisant le bois comme la peinture, quoi. Mais je crois que les gens redemandaient les cigognes, redemandaient les alsaciennes, enfin tout ce qui fait le folklore, quoi. Un peintre alsacien, c'est quelqu'un, comment dire? C'est des gens qui se rangent finalement du côté de l'esthétique parisienne, quoi. C'est de l'abstrait, c'est de l'art abstrait, c'est de l'Alsace, on n'en parle plus tellement, hein. On ne met pas en avant l'Alsace, en tout cas, dans ce que je vois. Et ouais, je connaissais personne, je me suis lancée parce que c'était un rêve de toujours, peut-être. Et puis comme j'avais un peu un arrière-plan derrière avec ma tante et sa Jeanne d'Arc là qui s'imposait à l'église. Bon. Et puis voilà, alors finalement j'ai fait un peu tard, hein, mais quand même. Quand c'était possible, j'ai donc ouvert cette galerie et la première exposition que j'ai faite, c'était pour les Alsaciens. Alors, il y en avait beaucoup. Un ami je ne vais pas dire le nom, tout ça, qui m'a dit, oui, j'avais ce projet d'ouvrir une galerie depuis très très longtemps. Donc, je l'ai ouverte et je me suis adressée, je me suis dit, mais les artistes alsaciens n'ont pas de galerie, je vais vous faire. Et je me suis fait... j'ai eu la douche, mais glacée tout de suite, heureusement, parce que c'est comme ça. Et d'un Alsacien, un jeune Alsacien, un peintre, et qui m'a dit, qui travaille pour un collectionneur, qui est plutôt graveur, hein, t'es pas peintre, graveur, un copain de Lich d'ailleurs, qui m'en voulait à mort après, parce que j'ai pas donné suite, en tout cas. Et donc, il avait une commande d'un collectionneur et je l'ai aidé à trouver c'était des modèles de femmes, enfin bon voilà. Et il fallait, et il m'a demandé de les exposer. C'était pour son collectionneur, c'était pas pour les vendre. J'ai dit mais bon c'est pas très grave parce que pour une première exposition voilà, c'est pas grave. Et donc j'ai tout de suite été cueillie dès le départ parce que il est de la région de Célestat. Et il m'a conviée à la présentation de ses dessins, de ses gravures. Et en fait, c'était déjà mis en vente. Enfin, je suis tout de suite tombée sur la pire des choses. Je voulais l'exposer. En fait, c'était déjà fait ailleurs. Donc voilà. Et je me suis dit, mais je ne vais jamais pouvoir m'en sortir toute seule, quoi, de cette façon-là. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait mettre en avant
un artiste, il fallait que je me place ailleurs, autrement, quoi. Et donc, un peintre, un artiste que j'aime beaucoup, et j'ai pensé à Zoran Muzic, que j'aimais beaucoup, parce que j'avais vu à Paris, là, dans des foires, là, j'avais vu un portrait d'un homme seul dans un fauteuil. C'était gris, j'étais tellement émue, et j'avais fait... Bon, il vivait encore, hein, Zoran Muzic, et donc je me suis dit, voilà, je vais exposer Zoran Muzic. Et donc, je suis allée j'ai trouvé un collectionneur marchand à Ljubljana. Et je suis allée le voir en disant, je vais faire Zoran Muzic qui vivait encore. Et donc, lui, dans sa galerie, il avait des dessins de Louise Bourgeois. Et alors là, je me suis assise, je me suis dit, quoi, Louise Bourgeois, dans cette petite salle-là, c'était quelqu'un sur qui j'avais fait vraiment un travail à la fac, sur ses dessins. Et donc j'étais tellement émue, il a vu mon émotion, et il a dit, bon, ben, je vais voir si je peux te donner cette exposition qui venait de Paris, qui venait de la galerie Le Long. Et il avait des relations avec eux, moi je ne connaissais rien du tout du milieu, et puis je me souviens, j'étais à table avec ma mère qui fêtait ses 90 ans là, et puis il me téléphone avec son mauvais allemand, il me dit, ah, du kannst die haben, die Ausstellung. Donc je suis partie à Ljubljana chercher la collection dans mon espace qui fermait mal, qui fermait pas du tout. J'avais des tableaux, il m'a même filé une autre. Et avec mon fils là qui avait 17 ans, et on est parti, on a traversé les petites montagnes, on n'osait même pas faire pipi parce que de peur qu'on nous vole, mais personne ne savait que... Et donc j'ai créé un peu la surprise, l'événement à Strasbourg, en exposant Louise Bourgeois. Et les gens ne connaissaient pas, elle vivait encore, hein. Les gens sont venus, donc j'avais un petit film que je faisais passer, et pour moi, elle était... Enfin bon, donc elle vivait encore, il y avait une exposition plus tard à Paris. Ça, c'était en 2005. Elle est morte, elle est décédée en 2010, donc il y avait encore un laps de temps, voilà. Pour revenir à Muzic, donc le marchand, collectionneur marchand de Ljubljana, il était en relation avec la galerie Le Long, donc il avait cette exposition. Et par ailleurs, il avait beaucoup de Muzic. Et donc il est venu, j'ai fait la première foire, j'ai emprunté de l'argent. J'ai perdu les 13 000 € d'un coup, quoi, parce qu'il n'y a eu aucun achat, quoi. Et j'avais présenté justement Louise Bourgeois, j'avais présenté la collection il y avait Wesselmann, il y avait vraiment des artistes qui m'avaient confié, enfin qui m'avaient amené. Et puis j'ai mis des gens de la région. Alors il y avait Suzanne Roche, il y avait Susanna Jaksova, enfin des gens comme ça, que je connaissais, des amis. Et j'ai vendu 0 œuvre, c'était horrible, mais vraiment la douche froide, quoi. Et après, bon, alors, en ramenant l'exposition à la galerie Le Long, je ne connaissais pas. Voilà, donc mon truc, c'était c'était l'objectif de Lazo, il s'appelle. Bon, il m'a confié de tout le reste, donc il fallait le ramener à Le Long, à Paris. Et puis c'était vraiment très naturel, quoi. Et j'ai rencontré un des directeurs, et puis on discutait comme ça, bâton rompu, enfin vraiment sans... Moi, j'avais aucun objectif, et il me dit, mais écoutez, j'ai discuté très naturellement, quoi, pendant 2 heures. J'étais là-bas dans leur truc. Et il me dit, écoutez, si vous voulez travailler avec nous, c'est comme vous voulez, c'est pas un partenariat, mais voilà, si vous avez envie d'avoir un artiste, voilà, vous me le dites. Alors, évidemment, j'étais enthousiaste, je dis, ben, alors il y avait toute une liste de noms extraordinaires. Et il me dit, alors j'ai dit, bon, l'exposition la plus facile à faire, la plus rapide dans 3 mois, quoi. Il me dit, ben voilà, ta pièce, on a beaucoup de pièces de ta pièce, et donc j'ai exposé ta pièce, ça a commencé comme ça. Et après, c'était vraiment
Pour moi, le jardin enchanté, il n'y avait que des noms que j'aimais. Donc il y avait Jan Voss, j'ai exposé 3 fois. Il est venu à la galerie aussi. Il y avait, je choisissais, et puis c'était incroyable. Et ça dure toujours, jusqu'à maintenant, quoi. Voilà, il n'y a jamais eu de problème. Et, en tout cas, à Paris, il n'y a jamais eu. Ici, on dit, bon, un peu autrement, quoi. Les choses sont reçues un peu autrement en disant, voilà, Paris. Mais j'ai toujours veillé à faire comment dire, on dit un mix, mais c'est pas ça, à intégrer dans des expositions, voilà, d'autres, des artistes de la région. J'ai toujours fait ça, des jeunes, ou voilà, pour les mettre en valeur, mais bon, alors c'est vrai qu'il y a eu un changement ces derniers temps, c'est plus du tout pareil. Les jeunes ne viennent pas, je sais pas, ils ont des réseaux différents, ils cherchent sur, ou alors bon, mais non, j'ai vraiment vendu, enfin quand je vois un peu ce que j'ai fait, il y avait pas toujours des œuvres très chères, mais quand même, les gens venaient pour, Jan Voss, j'ai présenté 3 fois, ta pièce aussi, il était encore vivant à l'époque. Et puis alors ce qui était bien, ce que j'aimais bien, c'était de faire des expositions à plusieurs, quoi, à thème. Donc ah oui, j'avais aussi présenté Bacon et Hockney. Donc ça c'était, ah oui, c'était incroyable. Maintenant je pourrais plus parce qu'ils ont fait, Bacon a fait très peu d'œuvres, hein, et Hockney maintenant c'est parti. Donc mais les gens ne savaient pas, quoi, les gens ne connaissaient pas, donc c'était un boulot. Je sais que je distribuais mes flyers là dans les... Je disais, ah bon, c'est Bacon, c'est qui, et tout ça, enfin voilà, c'est vraiment un travail de fond, quoi. Des vrais collectionneurs en Alsace? Oui, il y en a, mais ils se cachent, hein, ils ne se déclarent pas vraiment, mais il y en a, ouais. Oui, à Strasbourg, mais ils vont plutôt à Paris, quoi. Ça je sais. Je sais qu'ils vont, on repère un peu des œuvres chez moi ou des artistes, et puis on va acheter à Paris, hein. Quand on prend le train, on voit souvent des gens qui ont des... Mais bon, moi j'accepte, hein. C'est pour mon plaisir aussi que je fais ça, parce que ça me permet aussi de rencontrer des artistes, enfin de leur œuvre en tout cas. Pas des personnes, pas toujours, mais c'est... Ouais. J'ai montré très souvent Ernest Pigno-Ernest, hein, et j'ai une très bonne relation avec lui, et voilà. Et il a fait une exposition avec les peintres de la Ruche. Ça s'est passé il y a 2 ans en Bourgogne. Maintenant, le nom m'échappe, mais dans tout le village. Donc ils ont montré plusieurs artistes, je sais pas, une vingtaine. Ils ont fait un catalogue, et donc je suis allée voir. Et puis parmi tous ces gens-là, j'ai choisi pour ma petite galerie, parce que c'est un lieu quand même pas aussi grand qu'un village entier, quoi. Et donc j'ai choisi les artistes de la Ruche, quoi. Et j'ai rencontré Ernest là-bas. Enfin bon, voilà. Et ça se passe vraiment très bien, quoi. Ouais, la Ruche.